Bonjour et bienvenue chers Alformers dans cette vidéo où l'on va pouvoir effectuer quelques petits rappels par rapport au réseau sans fil. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Donc tout d'abord, nous allons commencer par un petit rappel par rapport aux trames de VLAN, aux canaux, à la puissance de transmission, aux états d'association. Nous discuterons aussi de Wireshark et de l'intérêt de ce dernier. Et enfin, nous finirons par un lab où on verra comment exploiter Wireshark dans un contexte de réseau sans fil. Mais tout d'abord, rappelons les trames de réseau sans fil. Voici un exemple de trame générique. Donc, toutes les trames sont de couche 2 et sont composées d'entêtes, donc de données utiles et d'une section FCS, comme illustré en fait au niveau de la figure suivante. Le format des trames 802.11 est similaire au format des trames Ethernet, excepté qu'il contient davantage de champs. Comme le montre la figure suivante, toutes les trames sans fil 802.11 contiennent les champs suivants. Donc on a la trame de contrôle, ou la frame control, qui identifie le type de trame ou le type de trame sans fil concerné et contient des sous-champs pour la version de protocole, le type de trame, le type d'adresse, la gestion d'alimentation et d'autres paramètres de sécurité. On a la partie durée qui représente le champ généralement utilisé pour indiquer le délai nécessaire avant la réception de la transmission de trame suivante. On a la première adresse qui contient généralement l'adresse MAC du point d'accès et du périphérique sans fil de réception. La deuxième adresse qui va contenir généralement l'adresse MAC du point d'accès ou du périphérique sans fil d'émission. L'adresse 3 qui va donc quant à elle contenir parfois l'adresse MAC de la destination, par exemple donc l'interface du routeur auquel le point d'accès est associé. Par la suite, on a la séquence de contrôle, ou la sequence control, qui contient les sous-champs de séquence, donc c'est-à-dire le numéro d'ordre et fragment, ou numéro fragment, pardon, à savoir que le premier indique le numéro d'ordre de chaque trame et le second indique le numéro de chaque trame envoyée dans le cas d'une trame fragmentée. On a par la suite l'adresse 4, qui est un champ généralement absent, car il est utilisé simplement dans les réseaux ad hoc, le payload, ou le frame body, donc qui contient les données concernant ou les données qui vont pouvoir être transmises. On a le champ QoS qui va pouvoir se charger de contrôler la qualité de service et enfin donc on a le FCS qui représente le frame check sequence qui est un champ utilisé pour le contrôle des erreurs de couche 2. Pour plus de détails concernant les sous-types ou bien les sous-éléments qui vont pouvoir être ou faire partie du champ Frame Control. Donc je vous invite à voir la formation Akine Sécurité niveau expert les réseaux sans fil. Sinon vous aurez aussi au niveau des ressources des éléments vous permettant de pouvoir vous faciliter la tâche par rapport à la partie documentation. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir discuter un petit peu des canaux. Il faut savoir qu'au niveau des réseaux sans fil, le spectre radio est divisé en canaux ou channels. Au niveau des spectres, au niveau des fréquences 2,4 GHz, il existe en fait 14 canaux. Donc ces canaux ou ces channels vont pouvoir être relatifs à la région dans laquelle vous vivez. Par exemple, au niveau de l'Amérique du Nord, vous aurez le droit d'utiliser que les canaux entre 1 et 11. Par contre, en Europe, et dans la plupart des pays, vous pourrez utiliser les canaux de 1 à 13. Et en Japon, c'est un petit peu spécial, vous pouvez vraiment utiliser tous les canaux jusqu'à 14. Les fréquences suivantes sont les fréquences centrales de chaque canal. Donc le canal 1, la fréquence centrale est du 2,4. Au niveau du deuxième canal, c'est le 2,416 et ainsi de suite. Autour de cette fréquence centrale, donc le signal est modulé sur une plage de fréquence de 20 à 22 MHz. Généralement, c'est du 22 qu'on va utiliser. Et chaque canal va donc pouvoir occuper une plage de fréquence, donc plus ou moins 11 MHz, autour de sa fréquence centrale. Je rappelle que le spectre radio, donc affecté au Wi-Fi, va pouvoir débuter à 2400 MHz et finir à 2484 MHz. Et afin d'éviter les interférences avec les utilisateurs proches des réseaux sans fil ou d'autres réseaux sans fil,
Donc il faut analyser donc l'occupation du spectre et s'en tenir aux règles de base suivantes, c'est-à-dire laisser au moins 3 canaux vides entre les canaux voisins et celui qu'on veut utiliser. Concernant la puissance des transmissions, le choix se fait un petit peu à l'envers, c'est-à-dire qu'à la place de commencer directement par analyser la transmission ou la puissance de transmission et le gain au niveau de l'antenne, on va plutôt commencer toujours par le périmètre visé, c'est-à-dire par exemple si on souhaite avoir un périmètre de 2000 mètres, à partir de là, donc on va effectuer un choix en termes de puissance de transmission de 27 décibels et de 27 dBm et de 15 dBi pour avoir un rapport total de 42 dans ce cas-là par exemple. Le rapport ERP qui est donc relatif au total des outputs en matière de puissance, donc en chaîne dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'EIRP. C'est donc l'équivalent isotropique de la puissance qui va pouvoir émerger. Donc il est calculé en rajoutant la puissance de sortie d'output, donc en plus bien sûr de n'importe quelle amplification qui va pouvoir être effectuée en décibels, avec le gain au niveau de l'antenne, tout simplement. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on a 24 dBm en termes, ou 27 dBm en termes de puissance de transmission, plus 15 en termes de gain au niveau de l'antenne, ce qui va nous donner un total donc de puissance d'output de à peu près 42, tout simplement 42 dBm, et c'est notre EIRP. À savoir qu'au niveau légal aux États-Unis, ce qui est connu et accessible, donc en Europe, j'ai pas pu récupérer d'informations vraiment complètes. Donc il faut savoir tout simplement que le maximum autorisé est de 36 dBm au niveau de l'UIRP, c'est-à-dire une portée maximale de 2000 mètres dans un espace vide, ce qui est réduit à 900-800 mètres dans un espace avec des obstacles. De toute façon, nous allons pouvoir discuter de ça en détail par la suite. Concernant les états d'association ou le processus d'association, c'est tout simplement le suivant. Donc, tout d'abord, on a un appareil qui sera donc tout simplement ou qui va donc tout simplement s'authentifier à un point d'accès ou un routeur. Donc à partir de là, il va pouvoir envoyer une requête d'association pour être tout simplement. La première étape est très simple. L'utilisateur ou l'appareil va pouvoir s'authentifier à un point d'accès. C'est-à-dire que le premier état est un état où l'utilisateur ou la machine va pouvoir être non authentifié et non associé. Donc le premier ou la première chose à faire est de surtout pouvoir s'authentifier auprès tout simplement du routeur ou du point d'accès. Par la suite, il va pouvoir être authentifié et non associé. Donc la deuxième étape va consister tout simplement à envoyer une requête d'association. Le point d'accès ou le routeur dans ce cas-là va pouvoir traiter la demande de l'association et donc le fournisseur de point d'accès ou de routeur peut avoir donc différentes implémentations au moment de décider si une demande du client est autorisée ou pas. Donc lorsqu'un routeur ou un point d'accès accorde association, il répond à un code à état 0. Donc une réussite et l'idée d'association. L'aide donc est utilisée pour identifier la station de livraison des trams dans la mémoire tampon lorsque la conservation de l'énergie est activée. Ensuite, les demandes d'association en panne vont pouvoir inclure un code d'état et de fin de procédure. À partir de là, ça dépendra du fournisseur de service. Le troisième point, et à partir du deuxième état où l'utilisateur est authentifié et associé, va pouvoir donc tout simplement représenter donc l'association réussie avec le point d'accès, et à ce moment, l'utilisateur sera authentifié et associé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est parti d'un état de non-authentification et non-association, d'un deuxième état d'authentification et non-association grâce à une authentification, et ensuite d'un succès par rapport à l'association ou à la réassociation si jamais l'utilisateur a déjà pu effectuer la chose préalablement. Si on veut revenir au premier état, c'est-à-dire non authentifié et non associé, c'est la désautorisation qu'on va pouvoir effectuer et qui va être effectuée soit par le périphérique lui-même,
soit par nous lorsqu'on va utiliser donc tout simplement un petit clic droit avec oublier le réseau. Si on veut passer d'un état non authentifié et non associé, c'est de la désautorisation. Et si on veut être authentifié et on veut passer vers un état d'authentification et de non-association, c'est ce qu'on va appeler de la dissociation. Et parmi les outils qui vont pouvoir nous aider le plus à comprendre l'ensemble de ces éléments, on retrouve Wireshark qui est tout simplement un analyseur de paquets libres qui permet de pouvoir effectuer de l'analyse et du dépannage réseau. Il permet notamment aussi d'effectuer du développement de protocoles, de la rétro-ingénierie réseau, à savoir qu'il gère plus de 1115 protocoles. Et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser ensemble pendant la formation, donc le niveau expert, parce qu'on aura une première formation d'initiation, celle-ci, puis une formation qui est beaucoup plus avancée. Allons donc découvrir comment intercepter les trames 802.11 grâce à Wireshark. Donc à partir de là, si vous souhaitez donc tout simplement intercepter des trames en 802.11, il vous suffira donc de lancer Wireshark de 27 dBm et de 15 dBi pour avoir un rapport total de 42 dans ce cas-là par exemple. Le rapport ERP qui est donc relatif au total des outputs en matière de puissance, donc en chaîne dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle l'EIRP. C'est donc l'équivalent isotropique de la puissance qui va pouvoir émerger. Donc il est calculé en rajoutant la puissance de sortie d'output, donc en plus bien sûr de n'importe quelle amplification qui va pouvoir être effectuée en décibels, avec le gain au niveau de l'antenne, tout simplement. Par exemple, comme vous pouvez le voir ici, on a 24 dBm en termes, ou 27 dBm en termes de puissance de transmission, plus 15 en termes de gain au niveau de l'antenne, ce qui va nous donner un total donc de puissance d'output de à peu près 42, tout simplement, 42 dBm, et c'est notre EIRP. À savoir qu'au niveau légal aux États-Unis, ce qui est connu et accessible, donc en Europe, j'ai pas pu récupérer d'informations vraiment complètes. Donc il faut savoir tout simplement que le maximum autorisé est de 36 dBm au niveau de l'UIRP, c'est-à-dire une portée maximale de 2000 mètres dans un espace vide, ce qui est réduit à 900-800 mètres dans un espace avec des obstacles. De toute façon, nous allons pouvoir discuter de ça en détail par la suite. Concernant les états d'association ou le processus d'association, c'est tout simplement le suivant. Donc, tout d'abord, on a un appareil qui sera donc tout simplement, ou qui va donc tout simplement s'authentifier à un point d'accès ou un routeur. Donc à partir de là, il va pouvoir envoyer une requête d'association pour être tout simplement. La première étape est très simple. L'utilisateur ou l'appareil va pouvoir s'authentifier à un point d'accès. C'est-à-dire que le premier état est un état où l'utilisateur ou la machine va pouvoir être non authentifié et non associé. Donc le premier ou la première chose à faire est de surtout pouvoir s'authentifier auprès tout simplement du routeur ou du point d'accès. Par la suite, il va pouvoir être authentifié et non associé. Donc la deuxième étape va consister tout simplement à envoyer une requête d'association. Le point d'accès ou le routeur dans ce cas-là va pouvoir traiter la demande de l'association et donc le fournisseur de point d'accès ou de routeur peut avoir donc différentes implémentations au moment de décider si une demande du client est autorisée ou pas. Donc lorsqu'un routeur ou un point d'accès accorde association, il répond à un code à état 0. Donc une réussite et l'idée d'association. L'aide est utilisée pour identifier la station de livraison des trames dans la mémoire tampon lorsque la conservation de l'énergie est activée. Ensuite, les demandes d'association en panne vont pouvoir inclure un code d'état et de fin de procédure. À partir de là, ça dépendra du fournisseur de service. Le troisième point, et à partir du deuxième état où l'utilisateur est authentifié et associé, va pouvoir donc tout simplement représenter l'association réussie avec le point d'accès
Et à ce moment, l'utilisateur sera authentifié et associé. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est parti d'un état de non-authentification et non-association, d'un deuxième état d'authentification et non-association grâce à une authentification, et ensuite d'un succès par rapport à l'association ou à la réassociation si jamais l'utilisateur a déjà pu effectuer la chose préalablement. Si on veut revenir au premier état, c'est-à-dire non authentifié et non associé, c'est la désautorisation qu'on va pouvoir effectuer et qui va être effectuée soit par le périphérique lui-même, soit par nous lorsqu'on va utiliser donc tout simplement un petit clic droit avec oublier le réseau. Si on veut passer d'un état non authentifié et non associé, c'est de la désautorisation. Et si on veut être authentifié et on veut passer vers un état d'authentification et de non-association, c'est ce qu'on va appeler de la dissociation. Et parmi les outils qui vont pouvoir nous aider le plus à comprendre l'ensemble de ces éléments, on retrouve Wireshark qui est tout simplement un analyseur de paquets libres qui permet de pouvoir effectuer de l'analyse et du dépannage réseau. Il permet notamment aussi d'effectuer du développement de protocoles, de la rétro-ingénierie réseau, à savoir qu'il gère plus de 1115 protocoles. Et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser ensemble pendant la formation, donc le niveau expert, parce qu'on aura une première formation d'initiation, celle-ci, puis une formation qui est beaucoup plus avancée. Allons donc découvrir comment intercepter les trames 802.11 grâce à Wireshark.